Philippe Méglin, bonjour. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question assez bateau, somme toute. Qu'est-ce qui fait que l'on décide d'écrire ses mémoires un beau jour? Bien, alors, bonne question. Ma réponse à froid, ça serait de vous dire que, dans un premier temps, j'ai décidé d'écrire ces anecdotes de mes aïeux et de moi-même pour laisser une trace de mon passage et passage de mes aïeux, tout bêtement. Et puis, comme j'ai eu un parcours totalement atypique quand même, j'ai fait 36 métiers, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je me suis dit, tiens, ça serait amusant de voir si on peut aller plus loin dans mon récit. Voilà, à partir de là, je me suis lancé. Il faut savoir que j'ai commencé ces premières lignes, j'avais 45 ans. J'ai fait 5-6 lignes, 5-6 pages, excusez-moi, et à partir de là, je me suis arrêté pendant 25 ans. Et les éditions Carrère, parce que j'étais copain à travers nos chiens au Champ de Mars, m'avaient dit, écoute Philippe, tu m'as fait lire quelques pages, je ne peux rien dire sur ton ouvrage, fais-moi 130 pages et je te dirai ce que ça vaut. Il n'y a jamais eu de suite de ma part, donc niet, pas possible. Et puis depuis 2-3 ans, vraiment, j'ai travaillé tous les jours. Et j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui m'a fait confiance, quoi, que j'ai fait certainement sourire, et à partir de là, on y va, quoi. C'est magnifique. Mais ceci dit, il a fallu que je contacte 156 maisons d'édition pour en avoir une qui me dise oui. Vous vous rendez compte de la difficulté? Je devenais fou. Mais enfin bon, seul le résultat compte. Ça y est, c'est parti. Le livre paraît en librairie, à la FNAC, Amazon et autres, et en Suisse, en Belgique, au Canada, au Grand-Duché. Je suis content. Voilà, c'est déjà pour moi une très grande satisfaction d'avoir mené à terme mon projet. Je crois que vous avez un petit cadeau à faire à vos futurs lecteurs, un petit poème que vous avez envie de leur lire à propos de votre roman, Oui, roman autobiographique bien sûr. oui, tout à fait. Alors, je peux citer Verlaine. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse, dis qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Eh ben, pas grand-chose. Pas grand-chose, tout en ayant effectué beaucoup de choses, en fin de compte. J'ai touché à beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais je ne suis jamais allé à terme de mes débuts d'engagement. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun doit avoir un parcours, quel qu'il soit, et le mien, il a été vraiment très difficile, mais avec des moments aussi de grande rigolade. Oui, oui. Et alors justement, dans cette jeunesse dont vous dites je n'en ai pas fait grand-chose, en tout cas je n'en ai pas fait ce qu'on attendait peut-être de moi que j'en fasse, qu'est-ce qui pourrait intéresser vos lecteurs? Bien, voilà encore une bonne question. Voilà encore une bonne question. Écoutez, d'abord, je cite une époque qui révolue. Hein. J'avais 20 ans en 1969. C'était la fin des Trente Glorieuses. Euh, Nous étions, où j'étais, totalement insouciants. On se levait le matin, il n'y avait pas de problème de dire on va trouver du boulot. Pour ceux qui n'avaient pas de diplôme comme moi, vous achetiez François. Si vous en aviez fait un tout petit peu, vous achetiez le Figaro. Si vous étiez vraiment diplômé ingénieur, vous achetiez Le Monde et vous aviez 15 pages d'annonces classées. Donc il n'y avait pas cette préoccupation de dire j'ai bac plus 5 et qu'est-ce que je fais? Non, les bac plus 5, d'abord, les chefs d'entreprise venaient les chercher dans ces grandes écoles. On n'était pas, enfin en ce qui nous concerne, on était vraiment confiant en l'avenir. Je ne me suis jamais posé la question qu'est-ce que je vais devenir, tout en ayant vécu ces difficultés, parce qu'à 22-24 ans, j'avais quitté déjà mes parents et je peux vous dire que j'ai souffert, mais j'étais confiant. Comme me dit ma sœur, j'avais une bonne étoile. Et je crois qu'elle existe toujours. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, une autre question, une autre réponse également que je pourrais formuler. Mon père qui avait un très fort charisme, qui, comme vous le verrez,
a eu des moments très difficiles, il est arrivé à des fonctions qu'il ne pourrait plus avoir maintenant en 2021. On ne peut pas arriver à avoir le poste de directeur des relations extérieures du journal Le Monde si vous n'avez pas bac plus 7 ou 8, c'est plus possible. C'était un homme qui avait un très fort charisme et qui m'a étouffé, que j'aimais beaucoup, mais qui m'a étouffé. Et j'ai toujours pensé que, comment dirais-je, il pourrait rien m'arriver, il serait là. Quoi que je fasse dans la vie, il serait là. Ben, je me suis trompé. Je me suis trompé, je ne le regrette pas, j'aime mon papa. Voilà, je voulais vous le dire. C'est comme ça et je l'explique très bien dans l'ouvrage, où je lui dis que je l'aime, parce que il était très pudique, moi aussi. Il n'osait pas dire les choses, et moi, je n'osais pas aller vers lui. Malgré qu'il m'ait initié pas mal de choses dans la vie, il m'a fait connaître une certaine école, et une école de l'ADMR, et une école de Sois prudent, Philippe. Donc il m'a amené dans tel et tels endroits pour pas que je tombe dans des pièges. Et à la fin de tout ça, je raconte de tout ça, puis à la fin, effectivement, je lui dis que je l'aime. Lui aussi, je sentais qu'il m'aimait. Il n'osait pas me le dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis je parle de lui comme de maman, comme si ils étaient encore de ce monde. En fin de compte, c'est une grande lettre que je fais à mes aïeux et à mes parents, parce que je suis convaincu qu'après notre existence terrestre, on part ailleurs sous forme d'énergie, laquelle je ne sais pas. Je ne suis pas prêt, catholique, protestant ou autre chose. C'est pas... Mais je crois qu'il y a quelque chose. Mais techniquement, scientifiquement, on ne sait pas encore. Et je leur parle, et je suis sûr que d'où je suis, ils sont très contents que je chante ce titre. Alors Philippe, il y a beaucoup d'émotions dans votre livre, et il y a beaucoup d'émotions dans cette petite rencontre que nous avons aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de drôleries. Oui, parce que je me rappellerai toujours de... j'habitais Nice à l'époque, la Victorine, les grands studios de Nice m'appellent et puis me disent: écoute Philippe, voilà, tu viens à tel endroit, puis bon, ok, pour faire une figuration. J'arrive dans une magnifique villa niçoise, dans l'arrière-pays, avec un gazon superbe et autre, et qui je vois arriver? David Niven, Sir David Niven. Alors impressionné, parce que moi à l'époque j'avais 28-29 ans, c'était quand même quelqu'un de connu et reconnu, pas de problème. Et il arrive avec une veste assez... Il était un peu d'aspect, un peu... C'est peut-être pas très gentil ce que je vais dire, mais soit trop distingué, soit un peu pédant. Je ne sais pas. Et moi, bien sûr, ça me bloque. Il me serre la main, on s'assoit à une table, c'est une publicité pour Comme Paris. Et je me dis très vite fait dans mon esprit, il faut que je débloque la situation. Et je lui dis: connaissez-vous mon oncle Ted Cadeau? Alors je lui pose cette question parce que je savais qu'il se connaissait. Et il me dit: ah, Ted, vous êtes le neveu de Ted Cadeau? Mais qui ne connaît pas à Nice la British Airways? Parce que mon oncle était donc un des responsables de la British Airways sur les Alpes-Maritimes. À partir de là, j'ai eu l'impression que ça a cassé la glace. C'est le sentiment que j'ai eu. Et alors le final, et je l'explique très bien dans l'ouvrage, Monsieur Niven n'ayant pas ma taille, on lui met un ou deux coussins, de façon que la prise de vue en soit approximativement au même niveau. Action, on tourne. Et alors, David me parle, on trinque, je me retourne vers l'acteur, et plus je le regardais, plus je m'enfonçais, je descendais. Et je vois Monsieur Niven qui me suivait de la tête et qui descendait comme ça. On n'avait pas pensé que la veille, il avait plu des cordes à Nice et le terrain était détrempé, et assis sur des chaises en métal, je rapissais et il suivait du regard.
On a répété la scène 8 fois. Ça a été de la folie. Et j'ai vu M. Nivonne rire comme jamais j'ai vu. Et moi aussi. On pleurait de rire tous les deux. On pleurait de rire. Et des situations comme ça, je peux vous en raconter plusieurs parce que c'est ma vie. Ça a été fait en fin de compte, de rencontres. De rencontres. Que je n'ai pas su concrétiser forcément, ou que je ne voulais pas concrétiser. Mais ce n'est que des rencontres. Et quand je fais un bilan de ma vie, et ben, malgré qu'à 72 ans, je sois un être pauvre financièrement, j'ai une très petite retraite, même si à un certain moment de ma vie, j'ai gagné très très bien ma vie, je ne le regrette pas. J'ai eu la vie que j'ai eue, j'assume, et si c'était à refaire, et ben, je prendrais la même vie. Ah, sauf une chose, d'avoir une petite fille qui me dise « Joyeux Noël, papa » en fin d'année. Ça m'a manqué. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être juste pour nous donner encore un petit peu plus envie de vous lire, puisque vous avez croisé de nombreux acteurs et pas seulement Sir David Niven, de qui auriez-vous envie de nous parler pour conclure? Alors, je comprends mal votre question. Vous voulez dire par là les gens que j'ai admirés professionnellement ou non? Oui, ou un petit clin d'œil que vous auriez envie de faire pour conclure notre petit entretien? Alors, il y a un homme que j'ai beaucoup admiré, parce que c'était mon patron, c'est M. Marcel Blosten-Blanchet, président et fondateur de Publicis. C'est extraordinaire, c'était un grand patron, un très grand patron, mais humaniste. C'était très important. Et puis à faire un petit clin d'œil, je vais imiter Michel Simon, je ne sais pas si vous... Écoutez, c'est terrible, vous savez, j'ai toujours aimé les animaux, et vous ne soyez pas surpris. Alors je vous dis bonsoir et bonjour, je ne sais plus par où commencer, et bonne lecture. Merci Philippe, merci beaucoup.